much more than I could ever dream. Bonjour Hervé, Bonjour Quentin, merci de nous avoir rejoints ici en Belgique. Et, avec beaucoup de joie. ouais, et on se retrouve aujourd'hui dans un hangar agricole, devant un tas de grains d'orge brassicole qui va être cultivé par des agriculteurs de la région et qui a comme objectif d'être valorisé auprès de brasseurs locaux pour recréer une filière, un partenariat entre des transformateurs, des agriculteurs. C'est une des raisons pour lesquelles on t'a demandé de venir et tu as accepté cette invitation. C'est de nous éclairer, nous transmettre une partie de connaissances autour de l'agriculture, de ses enjeux, avec un focus particulier sur la vie des sols. Tu as comme slogan, comme phrase principale que tu répètes à qui veut l'entendre. Je vais te le dire. La vie est belle. Voilà, donc on va prendre un temps maintenant justement pour un peu découvrir de quelle manière la vie est belle dans ce monde un peu chaotique, perturbé. Et pourtant, cette vie est belle. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire voilà, qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui ? Hervé, agronome, franciscain, donc un disciple de saint François d'Assise, mais passionné par, justement par ça là derrière. Ces grains d'orge, de blé, le fruit de la terre et du travail de tous ces paysans, de toutes ces paysannes qui, avec la terre, œuvrent pour apporter plus de vie dans nos vies, pour apporter plus de joie, pour éclairer l'âme, mais aussi le corps de ce qu'un territoire peut produire localement pour tous les gens qui vivent ici. Voilà. Ça, pour moi, c'est le truc qui fait sens. Et lorsque tu m'as invité, tu m'as expliqué comment vous travaillez ici, comment vous travaillez avec des groupes d'agriculteurs, avec les metteurs en marché, avec toute la filière. Dans ce sens-là, c'est-à-dire de redevenir terrien terrestre, de relier toute l'activité humaine au fondamental, à la terre, de vous ancrer ici dans votre territoire pour construire le monde, ça, pour moi, ça fait sens. En opposition à toutes les personnes qui imaginent un monde virtuel, qui l'ancrent dans un imaginaire complètement fantasmagorique, qui fait certes beaucoup rêver, mais qui est très loin de la réalité. Cette réalité qui est plus forte, plus importante, plus primordiale que toutes les idées qu'on peut avoir quand elles s'ancrent dans la terre. Voilà. Et donc, par curiosité, je suis venu. Et depuis 2 jours, 3 jours, toute la semaine maintenant, on a rencontré plein de producteurs, plein de personnes, de conseillers, sur ces questions-là. Mais c'est juste fabuleux ce qu'ils font, quoi. C'est juste merveilleux. Et ce qui m'importe maintenant, c'est d'en témoigner. Et c'est aussi pour ça que j'étais super content qu'il y ait ce podcast-là, parce que une action, et mon action ici, ne peut être que complètement accomplie que lorsque elle sera diffusée, partagée à d'autres personnes. Voilà, et c'est un peu ça que j'aimerais faire passer aussi dans notre entretien, au travers de ce que j'ai vu ici, de ce que les gens font avec leur sol, font avec la terre, la façon dont plein d'attentions sont apportées pour qu'il y ait plus de vie, pour qu'il y ait... Alors bien sûr aussi, il faut que ces gens vivent bien, donc dans un contexte économique qui quelquefois est un peu tendu, et malgré tout ça, d'arriver à proposer des actions dynamiques qui s'agrègent, donc il y a de plus en plus de monde qui vient. Je rappelle ici donc la coopérative, au début c'était 1 camion de grains, aujourd'hui c'est 7000 tonnes. Et 7000 tonnes, ça veut dire tout un réseau de producteurs, de conseillers, de gens qui sont dans la même direction, à bien sûr regarder ce que va devenir leur produit, mais orienter les yeux, les mains, les pieds
sur Terre, dans la Terre. C'est ça qui est beau. Oui, merci. Et justement, tu abordes, de par ton expérience, ton travail, en tant qu'agronome, en tant que chercheur passionné de cette nature, toute la vie du sol. Alors, je pense que c'est intéressant que tu nous expliques justement quel est ce mystère merveilleux à découvrir dans la vie du sol. Et je pense particulièrement au microbiote intestinal, dont beaucoup de gens sont sensibilisés aujourd'hui, de se dire, tiens, dans notre système digestif, on a des milliards de micro-organismes, plus de micro-organismes dans notre sol que de cellules humaines, dans notre corps tout entier. Et on peut savoir aujourd'hui que toute cette microbiote intestinale, va avoir un impact sur notre santé. Oui. Va même avoir des connexions neuronales avec notre système cérébral. Et je pense qu'on est de plus en plus familier avec ça. Et finalement, cette vie du sol, on a souvent l'emblème du ver de terre qu'on voit. Tiens, un sol vivant, un ver de terre, le sol est noir. Ce sont des signes apparents, mais il y a tout ce qui est invisible à l'œil nu. Ouais. Et quelle est cette vie du sol à découvrir justement? En quoi est-elle passionnante? En quoi est-elle utile et indispensable aujourd'hui? Alors, une énorme prise de conscience dans mon parcours technique, scientifique, c'est que là où est passée l'humanité depuis qu'elle est sortie d'Afrique et qu'elle a parcouru toute la Terre, sur toute la Terre, il y avait un microbiote particulier, avec des champignons très particuliers, qu'on appelle ectomycorhiziens, qui recouvraient toutes les zones, on va dire, du Nord, donc du Nord de l'Afrique. Et quand les humains sont arrivés dedans, ce microbiote du sol, de la Terre, a évolué avec un nouveau type de champignon très commun dans les zones tropicales. Homo sapiens est né dans un foyer dit de l'humanité, que l'on pense être en Éthiopie, peut-être dans le sud marocain, bien plus au sud que nous, dans des endroits où il y a encore aujourd'hui une vie du sol très particulière. Et cette vie-là, elle a accompagné l'humanité, cette vie du sol a accompagné l'humanité. C'est-à-dire que là où on passe, la Terre évolue et adapte son propre microbiote pour faciliter la culture, la croissance des aliments qui nous concernent. Que la Terre réagit à la façon dont nous vivons en tant qu'humains et qu'elle s'adapte à nos besoins. De la même façon que si on laisse une terre uniquement à des sangliers ou à des chevreuils, ou enfin des bêtes sauvages, sans qu'il y ait d'humains dans ces territoires-là, ben la terre évolue très différemment et fait émerger des champignons du sol qui sont ceux qui sont adaptés à ce que l'alimentation que la terre produit soit conforme aux animaux, aux êtres vivants, animaux qui vivent dessus. Et la terre, la vie du sol n'a pas cessé d'évoluer. Jusqu'à récemment, où on a considéré que la terre était plus un substrat dans lequel on pouvait apporter des nutriments d'irrigation, enfin des tas de choses qui permettaient de faire croître nos productions, sans se rendre compte que la biodiversité du sol, qui au passage est l'essentiel de la biodiversité de la planète. 95% des êtres vivants, la biodiversité, c'est des bêtes minuscules, voire même invisibles, qui rampent sous nos pas. Et sans imaginer que ce microbiote-là, que cette vie-là, était celle qui soutenait toute notre existence et qui permettait justement la mise en relation entre les humains et la Terre, entre la Terre et les humains. Et assez curieusement, dans ce que j'ai étudié, moi, les champignons mycorhiziens du sol, ce microbiote spécifique aux humains, ces champignons endomycorhiziens, c'est des champignons qui mettent en lien, qui connectent les plantes les unes aux autres, qui connectent même, au-delà des plantes, tous les nutriments, tout ce dont la terre recèle de trésors, les connecte les uns aux autres pour arriver jusqu'à nos plantes cultivées et alimenter ces plantes cultivées
finalement à la façon dont un humain a besoin d'être alimenté. Le microbiote dans lequel nous vivons est primordial. Primordial, ça veut dire que c'est hyper important, mais ça veut dire aussi que ça vient avant, ça précède le développement de l'humanité. Et ça, on l'a oublié au point que on est devenu hors sol. Et même nos modes d'existence urbains, séparés de la nature, de plus en plus virtuels, où on est connecté par l'intermédiaire de nos téléphones, de nos tablettes, de nos ordinateurs, à un monde qui n'est plus ancré sur Terre, au point que même certains ont peur de cette Terre qui salit, qui tâche, alors qu'en fait, c'est elle qui nous porte, qui nous apporte la totalité de son dont nous avons besoin pour vivre sur Terre. Et je ne parle pas que des besoins vitaux et essentiels. Ça nous apporte aussi des choses merveilleuses, de la beauté, de l'amour, de l'émerveillement, des choses qui donnent du sens à nos existences, des choses qui font qu'on peut être heureux d'habiter la Terre. Tu vois que la vie est belle. Ouais. Et donc, Hervé, j'aimerais rebondir parce qu'on entend souvent que la vie des sols agricoles est morte. Plus souvent, il y a un point après ça. Et à travers ces rencontres avec les agriculteurs qu'on a eues au cours des derniers jours, de tout ton discours, j'entends autre chose. La vie des sols agricoles a décline, mais elle se transforme et elle peut s'améliorer. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire Alors effectivement, beaucoup d'agronomes disent que les sols sont morts, qu'ils sont même foutus. Au regard de la quantité de vie qu'il y a dans ces sols, effectivement, il n'y a plus grand-chose. Mais la vie est bien plus puissante que tout ça. Toi, comme ces micro-organismes, comme un levain quand on fait du pain. On en met juste un tout petit peu et ça transforme entièrement de la farine en pain. Et que dans nos sols, il reste encore un tout petit peu de ce qui peut permettre de transformer un sol apparemment mort en un sol vivant. Pour que cette vie se développe, il suffit juste de la nourrir. Se développe ce qui est nourri. Et tous les agriculteurs que nous avons rencontrés sont très sensibles à ça. Dans les petits vers de terre, par exemple. Des vers de terre, ce sont des animaux constitués de protéines. Ça mange donc des protéines, comme nous. Ces protéines, d'où est-ce qu'elles viennent ? Dans le sol, elles viennent de, quelquefois, quelques petites bactéries qui sont capables de transformer l'azote atmosphérique en azote organique, de plantes qui sont associées à ces bactéries-là, dont les légumineuses qu'on appelle, qui ont des petites nodosités, où il y a des colonies de ces petites bactéries qui agissent très très activement pour transformer beaucoup de cet azote atmosphérique, le diazote qu'il y a dans l'air, en azote organique. Et que ça, quand un ver de terre le mange, en fait, ça lui fait sa ration de protéines qui permet de croître et de grandir. J'aime bien parler des vers de terre parce qu'ils se voient mieux que les bactéries ou les champignons du sol. Ils se voient mieux, mais dans un sol dit mort. Quelquefois, on a même plus 500 kilos de vers de terre par hectare. Et là, on est passé chez des producteurs qui avaient 2,5 tonnes, et même celui d'hier, 3,5 tonnes de vers de terre par hectare. 3,5 tonnes de vers de terre, on ne se rend pas bien compte de ce que ça peut faire, mais un éleveur de bovins, de moutons, quand il a 500 kilos de bovins ou de moutons, voire 1 tonne, pour les terres très très productives, on considère que c'est une très bonne production, 500 kilos. Toi, en vers de terre, quand on a 500 kilos à l'hectare, c'est pas très bon, et quand on en a 2,5 tonnes, c'est-à-dire 5 fois plus, là, le sol devient bien, et ça veut dire que tous les producteurs de ces céréales qui sont là deviennent avant tout éleveurs de vers de terre, en leur donnant des fourrages, une alimentation qui vont leur permettre de croître et de prospérer. Ça veut dire que dans l'esprit de ces gens-là, il faut avoir une attention particulière pour toute cette vie minuscule qui rampe sous nos pas, de la nourrir
et qu'en retour, en fait, la Terre déploie des miracles d'ingéniosité. Et je dis miracles parce que ce que la recherche découvre sur tous ces aspects-là est juste prodigieux, que les plantes ont de moins en moins d'avoir besoin d'engrais, de pesticides pour soigner les maladies. Les plantes arrivent à se soigner elles-mêmes et entre elles, grâce à cette mise en relation de ces champignons mycorhiziens, que ces champignons vont aussi mieux capter l'eau qui est dans le sol, et donc les plantes vont avoir une meilleure résistance à la sécheresse, une meilleure adaptabilité aux variations du climat qui est complètement aléatoire aujourd'hui et qui met la plupart des cultures en difficulté, sauf quand les plantes sont associées justement à tout ce microbiote, à toute cette vie, où elles trouvent de meilleures capacités à résister. Et donc ça, c'est important parce que y a un aspect directement économique, productif, qui va être lié à ça. Mais au-delà de ça, il y a encore quelque chose de plus important, c'est que le sol produit des plantes liées à ce que vit le sol, liées à l'attention que les humains peuvent avoir pour que cette vie du sol se développe. Le gars, là, Daniel, je crois qu'avec ses vers de terre, on a arrivé à trouver sur 10 cm sur 10 jusqu'à 14 terriers de vers de terre. Et dans tout ce qu'il disait, c'est « Ah oui, mais moi je veux donner à manger à mes vers de terre, je ne veux pas faire de patates parce que les vers de terre n'ont plus rien à manger. » Et qui n'arrêtait pas de dire que c'était ces vers de terre qui passaient avant même ces cultures. Et que quand c'était un peu sec partout autour, ou quand il pleuvait beaucoup partout autour, vous étiez trop sec. C'était plus sec chez les voisins, et chez lui, ça tenait bien le coup. Quand il pleuvait beaucoup, chez lui, tout de suite, l'eau s'infiltrait dans le sol grâce aux galeries de vers de terre. Et donc, le sol était plus portant, tout ça. Il n'y voyait que des avantages. Et la plante va bénéficier en elle-même de toute cette fertilité. Fertilité du sol, de la terre, de ce que la terre peut apporter. Et pas d'une fertilité artificielle rapportée par des intrants chimiques ou même quelquefois organiques, mais venus de l'extérieur. Et bien ça change tout. C'est que la terre ici, elle sait qui sont les humains qui vivent sur cette terre et produit des grains, des légumes adaptés aux humains qui vivent ici. Elle est capable de répondre aux besoins parce qu'elle sait qui c'est qui vit chez elle, simplement parce qu'il y a des gens qui ont cette intention-là de vivre avec la terre. Et plus ce lien est étroit, plus on vit très proche de la terre, plus le paysage produit tout ce dont on a besoin, et plus nous, en tant qu'humains, on apporterait de l'attention à ce que tout notre paysage devienne nourricier et comble tous nos besoins alimentaires, tous nos besoins esthétiques, tous nos besoins d'émerveillement. Ça permet d'avoir un pays, un paysage, un pays sage, des paysans, quelque chose qui nous relie fortement à la terre, dans une interaction, une coopération sans cesse renouvelée, capable donc de s'adapter à toutes les difficultés, tous les changements du climat et des saisons. Alors, je crois que c'est ça qui est puissant. Et donc, tous ces micro-organismes, dans les expériences qui se partagent aujourd'hui, alors, ici, dans les groupes de producteurs qui sont là, mais que je vois, moi, partout où je passe, et même par toute la Terre, il y a une lame de fond qui est en train d'arriver, où tout le monde se dit, maintenant le commerce international montre un petit peu des limites qui vont même jusqu'à nous mettre en danger. Alors, beaucoup se replient sur eux. Là, je vois quelque chose de différent, qui est le contraire d'un repli sur soi. C'est une ouverture à l'autre, une ouverture à la terre, une ouverture à toute la vie qui est autour, une ouverture à tous les liens, certes locaux, qui peuvent faire que l'on vive bien. Et c'est là la lame de fond. Qu'en fait, les humains
sont en train de prendre conscience qu'on n'est pas des extraterrestres, mais qu'on vit bien sur Terre, avec la Terre. Et ça impose des comportements, ça impose des règles, ça impose des lois. En latin, les règlements de notre maison commune, ça se dit économie. Et qu'il nous faut, par ces moyens-là, et ce que nous faisons, en fait, c'est juste de refonder notre économie sur des valeurs beaucoup plus de partage, de lien, de connexion, de solidarité, de coopération, que nous fondons actuellement par les actions que nous menons, une nouvelle économie qui n'est pas que les dollars ou les euros que l'on voudrait garder, mais les vraies règles de notre maison commune, la Terre, avec laquelle nous pouvons vivre. Ça, c'est pas anecdotique, c'est des millions, peut-être même des milliards de personnes qui essaient de le mettre en œuvre simultanément en plein d'actions, plein de lieux, par plein d'actions sur toute la Terre. Il y a un vent d'une puissance étonnante qui est en train de souffler. Ce n'est pas qu'une brise légère, là, parce que ça agit fortement dans le monde. Et ça, j'en parle, mais ça m'émeut à un point. Ouais, Hervé, c'est un poète, il prend ses désirs pour des réalités. La réalité que j'observe, c'est celle-là. Elle est plus forte que les idées, plus forte que les images qu'on peut avoir dans nos têtes. Que ce que l'humanité est en train de comprendre, c'est qu'on n'est pas tout seul sur Terre, on vit avec la Terre, et que la Terre a une puissance, une force, une capacité à nous rejoindre pour peu qu'on veuille travailler et œuvrer avec elle. Et une force qui n'a pas besoin d'être démontrée aujourd'hui. La vie existe sur Terre depuis des milliards d'années. Il n'y a pas de raison que ce merveilleux projet, vie sur Terre, s'arrête du jour au lendemain. Notre consumérisme, nos addictions, nous ont fait perdre toute liberté pour agir autrement qu'en possédant, qu'en consommant, qu'en abusant. Ça nous a éloignés de ce que l'on est réellement, des êtres vivants, vivant dans un écosystème vivant. Et ça, tellement de gens en prennent conscience aujourd'hui, montrent des exemples qu'on peut dire vertueux, mais en fait qui ne sont pas vertueux, qui sont juste une belle façon de vivre sur Terre, de vivre ensemble. Peut-être plus sobrement, peut-être plus simplement, mais beaucoup plus en lien. Tout est lié et se relie par l'intention qu'on y porte. Beaucoup moins cher, parce que tout ce que la Terre nous apporte, ça nous est donné. Un don extraordinaire, qui est le don de la vie d'ailleurs au départ. Par contre, tout est fragile. Et que la fragilité de la vie, la fragilité du vivant, la fragilité de tous ces êtres qui meurent, de tout ce qui est détruit, nécessite d'en prendre un grand soin. Humblement, simplement, mais d'en prendre soin. Ben ça, c'est un programme beau, merveilleux, enthousiasmant même, de vivre ensemble, de se relier le maximum aux autres, d'accepter le don de tout ce qui nous est offert par la Terre, par la vie, par le vivant. Le vivant, un grand V majuscule devant vivant. Et que nous, en tant qu'humains, il faut qu'on prenne soin de tout ça. Parce que tout ça, c'est merveilleux, mais c'est immensément fragile. On va devenir des... Certains disent, ouais, on veut devenir des gardiens de la Terre, ça fait un peu gardien de prison, moi j'aime pas ça, quoi. On va devenir des thérapeutes, prendre soin, juste, pas de médecins, parce que c'est pas des sciences très, comment on peut dire, des sciences très, très, très définies, les façons de prendre soin de la Terre. Mais, voilà, des êtres aimants,
comme le sont les parents vis-à-vis de leurs enfants, comme sont les amis vis-à-vis des uns des autres, et bien comme on va essayer de la fraternité qu'on peut vivre avec tous les êtres vivants, en fait. Ça me paraît pas compliqué, ça me paraît pas fantasque, et partout où ça se met en place, ça marche. Tu vois que la vie est belle. Et dans cette attention justement à la fragilité de la vie, on a rencontré ici en Belgique, mais toi tu en rencontres ailleurs, tu le disais, toute une série d'agriculteurs qui ont pris conscience justement de ce besoin de prendre soin des sols, de la vie des sols, d'augmenter les taux de matière organique, de mieux comprendre ces interactions avec toute le microbiote de la vie des sols. Est-ce que tu observes comme ça un peu des lignes directrices, des clés d'action que les agriculteurs mettent en œuvre ou des étapes par lesquelles ils passent et qui permettent justement de contribuer à cette amélioration, cette résilience que les uns les autres cherchent? Ah oui, et ces lignes, elles sont de plus en plus claires. Le premier point, c'est le soleil. Le soleil, la chaleur, il semblerait qu'on en ait de plus en plus. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Quand on comprend que le soleil est notre allié. Et donc tous ces rayons du soleil qui arrivent quelquefois de plus en plus chauds, de plus en plus ardents, que tous ces rayons du soleil, en fait, il nous faut y mettre des plantes pour capter ces rayons-là et transformer cette énergie solaire par la photosynthèse des plantes en plantes. Donc, en plantes et donc en êtres vivants. Et le premier élément de ce que l'on voit chez tous les producteurs, c'est que tous les sols doivent être couverts de plantes. Autrefois, quand j'étais jeune, c'était très courant de voir tout l'hiver des sols labourés, nus. On faisait des labours bien dressés pour que le gel puisse fracturer et fragmenter la roche. Je me rappelle de ces choses-là. Donc on faisait confiance au gel pour fragmenter, faire un sol très fin. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Tout est cultivé, on leur met des engrais verts, on vous dit couverts végétaux maintenant, et on met ces couverts végétaux, et puis, comme ça nourrit le sol, la fragmentation, elle se fait plus par le gel. Il semblerait que ça gèle de moins en moins. Elle se fait par les vers de terre. Elle se fait par les petites bestioles qui vivent dans le sol. Voilà, donc, premier élément, c'est ça, sol couvert. Deuxième élément, couvert de quoi ? Et là, pour qu'il y ait de la vie, pour qu'on ait tous ces petits collaborateurs dans le sol, qui sont pour l'essentiel des animaux, ou des êtres vivants qui sont faits de protéines, il faut leur donner à manger des protéines. Et donc dans les couverts végétales, ces producteurs y mettent de plus en plus de légumineuses. Certains des légumineuses vont représenter jusqu'à 40% de ce qu'ils vont semer en hiver. Alors pas pour faire du NPK, là, pour nourrir les plantes qui vont être cultivées derrière. C'était la narration qu'on avait il y a encore quelques décennies. Tout ça pour faire de la protéine, pour nourrir du ver de terre. Et là, il y a une espèce de prise de conscience que réalisent les agriculteurs, qu'en fait, le sol a besoin de sa part, de sa ration d'alimentation. Voilà, que nous, on a notre propre part qu'on peut prélever, mais que le sol a besoin de sa propre part. Et que là, il faut partager entre ce que l'on garde pour nous et ce qu'on laisse pour la terre. Et le partage est assez facile à faire, vu que plus de la moitié de l'année, quelquefois, nos terrains étaient inutilisés. Et bien là, tout ce temps où ils étaient inutilisés, ils sont aujourd'hui utilisés pour nourrir le sol. Alors là, ça coûte cher, parce qu'il y a une culture qu'on ne va pas récolter, qu'on va donner à manger, mais comme ça évite de mettre plein d'intrants derrière. Tant qu'on a de l'énergie, encore pas trop cher, tant qu'on a des intrants, possiblement encore sur notre terre, certains hésitent à le faire, c'est prendre des risques, de confier à des petits êtres minuscules un truc qu'il suffit de régler par un passage d'engrais, un épandage d'engrais azotés, par exemple. Mais pour tous ceux qui sont de plus en plus en difficulté, dans le sens où ils ont de moins en moins de trésorerie,
là, ça ne devient plus une option, ça devient aussi une nécessité de collaborer avec tout ça. Donc certains, en fait, c'est quand ils sont un peu au fond du trou, ou en train de confronter au mur économique, qu'ils pensent à faire ces choses-là. D'autres le font juste parce qu'ils sont passionnés et amoureux du vivant, mais c'est les deux grands peuples, agriculteurs, paysans, qui vont assez promptement dans ces directions-là. Et là, on voit la terre s'améliorer. Et quelquefois, vite, en fait. Quand on comprend que c'est le sol qu'il faut nourrir, et non pas tout prélever, quelquefois en 3 ans, 4 ans, 5 ans. On peut passer de pas de vers de terre à beaucoup de vers de terre, par exemple. L'élément suivant, ça va être de dire que toute cette vie, gardons toujours l'exemple du ver de terre en tête. Un ver de terre, il lui faut 1 année pour construire son terrier. Tout le temps d'édification de ce terrier, c'est énormément de boulot pour lui. Si chaque année, je laboure, je travaille mon sol, en fait, chaque année, les vers de terre qui n'auront pas été détruits par le travail mécanique du sol, il leur faudra de nouveau 1 an pour se reconstruire de nouveaux terriers. Toute cette énergie qu'ils utilisent à leur propre construction, c'est de l'énergie qui ne passe pas à leur reproduction. Et donc, ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Et si à chaque année, on redémarre en travaillant le sol, à chaque fois, ça ne décolle pas en termes de vie du sol. Dès qu'on essaie d'imaginer des systèmes de culture qui font qu'on ne travaille plus beaucoup le sol, voire plus du tout, quand on maîtrise le plus beaucoup, après plus du tout, là, en fait, les vers de terre, ils ont leur terrier. Même si un ver de terre meurt, il y en a un autre qui va récupérer le terrier. Puis après, comme il y a plein de plantes qui poussent là-dedans, les racines vont utiliser les terriers de vers de terre pour descendre quelquefois à grande profondeur. Mais comme les racines sont là, il y aura beaucoup à manger, donc il y aura encore plus de vers de terre. Ça crée un système vertueux dans lequel les vers de terre ne passent pas du temps à construire, mais passent du temps à vivre, à aimer, à se reproduire, donc, et à avoir plein de bébés. Et ça, c'est notre passage qui est quelquefois un peu compliqué pour beaucoup de paysans, de travailler sans travail du sol, de œuvrer avec la terre sans trop la brusquer, la perturber. Et cet élément-là, donc, de plus en plus, alors ça, c'est des travaux qui ont été un peu longs à mettre en place, des travaux qui ont demandé beaucoup d'expérimentation, beaucoup d'intelligence collective, de paysans qui travaillent ensemble pour mettre au point les façons de le faire, qui soient en plus adaptées à chaque territoire, à chaque type de terre. Mais il y a des résultats qui font que d'autres personnes, maintenant, avec beaucoup moins de risques, peuvent partir dans ces schémas de production. Et ça permet à ce qu'on ait de la vie et qu'on commence à avoir des champignons dans le sol. Et le troisième élément, donc sol couvert, azote, nourriture du sol, le troisième élément, c'est l'arbrement de nos territoires. Arbrement. Planter des arbres. Alors bien sûr, avec les grosses machines, ça peut paraître compliqué, mais quand on a envie de planter des arbres, les problèmes techniques ne résistent pas bien longtemps. L'envie, elle vient d'où ? Pour certains, c'est juste des passionnés de biodiversité, donc d'avoir des haies fleuries, pleines d'insectes, pleines d'oiseaux, c'est déjà suffisant pour dire là, ce serait bien que je plante une haie autour de ma parcelle. Voilà. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué parce que on se dit toujours qu'une haie, un arbre, ça prend de la place et puis surtout ça concurrence les productions, les cultures qui sont à côté, ça les concurrence et notamment vis-à-vis de l'eau. Et les années un petit peu sèches, ça pousse pas bien à côté des arbres. C'est vrai. Mais quand on a une haie et qu'on commence à l'entretenir, à la couper, à utiliser le bois,
à trogner les arbres, à les élaguer, à les utiliser ou les laisser pourrir sur place, le sol va commencer à évoluer d'une nouvelle façon où il va devenir de plus en plus brun, de plus en plus foncé, et sentir de plus en plus le champignon, tout en étant de plus en plus moelleux. Et quand les champignons qui décomposent du bois commencent à réinvestir nos sols, là il y a comme un bond prodigieux de la productivité des terroirs, parce que dans ce bois qui se décompose, va naître plein de nouvelles choses. Déjà, la capacité de stocker beaucoup d'eau. Donc lorsqu'on augmente le taux de matière organique d'un sol de 1%, on peut stocker 200 mètres cubes supplémentaires d'eau dans les sols. 2%, 3%, 4%, ça fait 800 mètres cubes. Dans les étés les plus secs, on a juste besoin de 500 mètres cubes. Donc en fait, ça va apporter une forme de résilience, de capacité à mieux vivre dans les périodes les plus sèches. Et quand c'est très humide, le fait qu'il y ait tous ces galeries, l'eau va mieux s'infiltrer, mieux pénétrer les nappes phréatiques, les nappes profondes, et donc moins saturer le sol. Et donc en fait, on y gagne des deux côtés, quand c'est plus sec et quand c'est trop humide, même noyé, parce que ces sols ne se noient plus. Et ça fait que aujourd'hui, dans les zones méditerranéennes, on voit que tout s'érode, que les formes d'agriculture sont de moins en moins possibles, qu'on est de plus en plus dans des déserts, sauf quand il y a des arbres. Où là, c'est exactement le contraire qui se passe. Et en Belgique, je ne sais pas si on est déjà à ce stade-là où on a besoin de planter beaucoup d'arbres. En tout cas, ce que nous explique le GIEC sur l'ensemble de la zone Europe, c'est qu'il faudrait par hectare planter entre 40 et 80 arbres pour tous ces trucs, réchauffement climatique, stockage de l'eau, mettre un petit peu à l'ombre, donc ça veut dire de tempérer aussi nos écosystèmes. 40 arbres par hectare pour la Belgique. Alors au milieu des grands champs de patates, on se demande comment ce sera réalisable. Ça risque de ne plus être une option, mais une obligation dans quelques temps. Il en va du projet de l'humanité, de vivre avec la Terre, ou vouloir vivre sans elle, avec certes des niveaux de productivité, avec beaucoup d'intrants qui font qu'on arrivera à manger, mais que notre capacité à bien vivre sur Terre va s'éroder. Ça, c'est vraiment des choix de société, et c'est, je pense, pour ça que beaucoup de personnes, en tout cas déjà dans leur cœur, après c'est compliqué pour certains à mettre en œuvre, dans leur cœur, ils sont déjà partis à faire avec la Terre, parce que tout le monde a compris que c'est plus facile de faire avec elle que sans elle, et encore plus facile de faire avec elle que contre elle. Et souvent, on est dans cette opposition, dans cette énergie du contre. Donc finalement, toi, c'est tout simple. Sol couvert, nourrir le sol, planter des arbres, agroforesterie. Et quand on fait tout ça, plein de vie revient. Le gars qu'on a été voir là le premier jour, j'ai oublié son prénom. Claude, voilà, Claude, donc tous ces arbres qu'il a mis au milieu de ses céréales. Des haies, belles, denses, fleuries, pleines d'oiseaux. Il y avait un truc qui m'avait fait rigoler, c'est que chez lui, il y a des oiseaux. Alors, quand on était, ça chantait, l'oiseau. C'était merveilleux. Alors que les ramiers, ou les corneilles, les choucas, voilà, vont manger les graines quand elles sont semées. Et tous les voisins s'en plaignent. Chez lui, donc, il a plein d'oiseaux, tout le temps. Ce qui fait qu'il y avait aussi, autrefois en tout cas, des vols de ramiers qui se posaient dans ses parcelles et qui mangeaient tout. Sauf que comme il y a des haies, qu'il y a des oiseaux tout le temps, aujourd'hui, il y a des rapaces qui se sont installés, qui sont justement des prédateurs d'oiseaux.
Et comme ces rapaces sont... Ce rapace, c'est juste un couple qui est installé dans un nichoir qu'il a mis juste au début d'une haie. Eh bien, ils sont présents. Et chaque fois qu'un vol de ramier veut se poser là et qu'il voit l'ombre du faucon dans le ciel, tous ils s'envolent et tous ils partent. Et donc, il n'a plus du tout de problème avec les oiseaux, alors qu'en fait, il a plus d'oiseaux que les autres. Et comme les rapaces sont là, en fait, ça reporte le problème chez les voisins. Hein, qui disent « Ah ben non, moi j'ai plus de... Les corneilles m'ont mangé plus de grains. » Que va faire le voisin? Soit il continue de lutter contre les corneilles, soit il a une attention particulière pour qu'il y ait plus d'oiseaux chez lui et qu'un autre couple de rapaces puisse trouver sa place dans ce territoire et que le fait qu'il y ait plus de vie dans ce territoire-là fait que les problèmes sont de moins en moins vitaux et devront bien régulés, bien rentrer dans l'ordre par la complexité des écosystèmes qui se créent autour des arbres. L'expérience que l'on fait des choses est d'une grande beauté. Et c'est la réalité. Et c'est parce que c'est la réalité et que ça fonctionne comme ça, parce que la nature a toujours fonctionné comme ça. C'est pour ça que ça marche. Et ces évidences-là, le fait de les voir, d'en témoigner également, c'est ça qui convainc et qui fait que les écosystèmes se transforment. Quelques pionniers ont commencé à petite échelle et ça commence à prendre de l'ampleur. Une vague, une lame de fond qui se répand par toute la Terre. Merci. Je perçois que tu as un regard très bienveillant à l'égard des agriculteurs. C'est pourtant un métier qui, la plupart du temps, a mauvaise presse. On entend beaucoup de choses négatives sur les externalités négatives, les impacts négatifs de l'agriculture sur la société, la qualité de l'eau, la pollution, toute une série de désagréments qu'on peut entendre fréquemment. Et en même temps, voilà, je te vois comme un observateur de ce foisonnement d'initiatives de la part des agriculteurs qui sont souvent méconnus du grand public. On ne se rend pas toujours compte qu'un grand cultivateur sur son grand tracteur a peut-être aussi une grande conscience de cette vie des sols, de cette biodiversité et de quels sont ses engagements pour régénérer tout ce vivant, pour travailler avec, pour devenir un artisan du vivant. Voilà, je t'ai entendu très enthousiaste avec eux. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça? Il y a un truc très important. Attention, que la vie est belle, d'accord. Mais c'est que l'unité prévaut sur le conflit. Qu'on fait la guerre, qu'on se dispute, qu'on se chamaille, qu'on sort nos griffes, qu'on se fait mal, qu'on peut même s'entretuer. Mais à un moment donné, on passe par la diplomatie et on fait la paix. Et quand on a fait la paix, on se rend compte que de toutes ces chamailleries, qu'est-ce qui reste, hein? Nos peuples ont fait des guerres mondiales et aujourd'hui sont les meilleurs alliés du monde. Pourquoi on a fait la guerre? Certains disent, oui, on va prendre des trucs économiques. Même pas. Même pas, c'est que epsilon, c'est que très temporaire. L'unité prévaut sur le conflit. Donc si on essaie de vivre ça, eh bien en fait il faut devenir nous-mêmes des artisans de paix. Nous-mêmes les médiateurs qui peuvent permettre à des milieux quelquefois complètement opposés à se mettre autour d'une table, à s'écouter et à réfléchir ensemble à ce que le monde pourrait devenir. Il y a toujours un cadre plus grand dans lequel on peut se trouver pour que même des opposés puissent se concilier. La coïncidence des opposés. Faire coïncider ensemble des choses complètement opposées. Et c'est toujours faisable. Toujours faisable. Et c'est tout le temps cette voie-là qui est parcourue, même après avoir fait la guerre. Donc autant
faire la paix tout de suite. Et ici, on cultive de l'orge brassicole autour d'une bonne bière et réfléchir ensemble à ce que l'on peut faire, à ce que l'on fait, témoigner de ce que l'on fait. Et qu'on peut être grand, petit, moche, beau. Tout être vivant, tout humain fait toujours des choses de belles et des choses complètement pourries. On s'attache à regarder que le pourri qui nous sépare, mais le beau, le bien, le bon. Tous les êtres humains en font. Je ne connais pas un seul agriculteur aussi intensif, aussi utilisateur d'intrants, qui ne soit pas heureux avec ses enfants, qui ne s'émerveille pas de quelque chose de beau, qui n'œuvre pas à faire des pas, et quelquefois des pas que d'autres vont considérer comme des tout petits pas. C'est juste négliger que ces tout petits pas, quelquefois, c'est les premiers pas. Quand un gamin fait son premier pas, on s'en réjouit. On ne va pas l'engueuler parce qu'il n'est pas marathonien. Quand un gros agriculteur qui, par habitude, par culture, par enseignement, a fait des pas qui sont plus conformes à ce que la société veut, et qui fait son premier petit pas, juste couvrir le sol de verdure pour que tous les rayons du soleil puissent être captés par les plantes. Eh bien, certains vont dire « Ah oui, mais il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de machin. » Non, c'est son premier pas. Et il nous faut le célébrer comme le plus grand pas que cet homme a réalisé, parce que c'est le premier pas. L'enthousiasme va faire que cet homme sera encore plus enclin à faire le second pas et le troisième pas, et même à devenir un jour le plus grand marathonien qui existe, alors que rien, a priori, ne l'y prédisposait. Ensemble, avec beaucoup de bienveillance, autour d'une table, à témoigner chacun de nos réussites et de nos échecs, apprendre les uns des autres. Et que dans un même groupe, et ça aussi c'était merveilleux ce que tu m'as fait dire, dans un même groupe, on avait des maraîchers, des petits permaculteurs et des gros céréaliers qui ensemble étaient capables de s'écouter, de se regarder, de se comprendre, de ressentir ce qu'ils font et finalement de voir que un gros céréalier peut vivre sans problème avec un permaculteur qui fait son jardin forêt juste à côté. Et que les deux ont à échanger, à s'apporter, et que la façon dont la terre vit dans ces deux endroits peut aussi apporter mutuellement la terre intensément cultivée à une terre pleine de vie, qui, comme une semence, peut venir se répandre ailleurs, et la terre en difficulté qui peut appeler à l'aide d'autres micro-organismes, d'autres bestioles qui sont dans les endroits où il y a beaucoup de vie, et que là aussi peut se faire des échanges. Ce levain, on l'a tous en nous, de toute manière. C'est le microbiote, c'est notre propre microbiote, c'est tout ce qui fait qu'on est des humains. On l'a en nous, et il se partage. Juste. Voilà, donc je crois qu'il faut rester très confiant là-dessus, être bienveillant avec tout le monde. Qu'en face de nous, on peut faire la guerre, on peut lutter, on peut s'indigner. Les politiques ont quelquefois besoin de montrer notre indignation pour que les choses bougent d'en haut. Mais tant que les choses n'ont pas bougé d'en bas, elles bougent jamais d'en haut. Donc le plus important, c'est dans le lien que l'on crée les uns avec les autres, tout être vivant qui vit sur le même territoire, humain, non humain. Et toi, ce producteur avec ses oiseaux et ses faucons, lui, aujourd'hui, il est devenu le porte-parole des oiseaux dans le territoire où il vit. Ben, ça, c'est merveilleux. Hein ? Les oiseaux ont un diplomate qui apprend aux autres humains qu'on peut vivre avec des oiseaux. Et c'est pas un diplomate théoricien des choses. Ce diplomate-là
il tient toute sa crédibilité par le fait qu'il le vit pour de bon dans sa relation aux oiseaux, dans sa relation à la terre. Soyons des diplomates, des artisans de paix. La vie est belle. Merci Ryan. Ça me fait penser à un photographe animalier que j'aime beaucoup qui s'appelle Vincent Munier. Il est français, il vient des Vosges et ils ont réalisé un magnifique documentaire sur lui qui s'appelle L'Éternel émerveillé. Et c'est absolument fabuleux parce qu'on le suit dans ses expéditions, dans sa quête, dans son amour de la nature. Et il fait des photos absolument magnifiques où il arrive à capter le regard des animaux. Et personnellement, ça me connecte à cet émerveillement de la nature et aussi à cette interpellation dont il nous parle, de dire c'est comme si parfois la nature nous regardait en disant « Mais homme, que fais-tu? Où vas-tu ?» dans tout ce chaos, cette destruction qui est là. Et en même temps, Vincent termine son documentaire comme ça, avec cette belle phrase « Le monde ne mourra pas par manque de merveilles, mais uniquement par manque d'émerveillement. » Est-ce que, finalement, avec cette belle phrase que tu nous répètes, la vie est belle, est-ce que tu cherches à réveiller cette capacité à nous émerveiller du don de la vie qui est là, pour en prendre soin et pour agir? Parce que l'action aujourd'hui, même si c'est aussi laisser faire la nature, c'est pas que nous qui devons tout maîtriser, mais réveiller ce désir d'agir ensemble. Est-ce que tu veux réveiller ça en nous? Je ne sais pas si je veux le réveiller. Pour moi, je veux juste témoigner que lorsque j'ai vécu ce réveil, ça a bouleversé ma vie. Qu'avant, j'étais triste et malheureux. J'étais très pessimiste sur la façon dont le monde avance, la façon dont le monde évolue. Parce que justement, je pensais que j'étais tout seul à devoir régler mes problèmes. Cet émerveillement m'a transformé au point de commencer à faire confiance à la vie, à faire confiance au vivant. Alors c'est dur quand on vit des drames. C'est dur. Jusqu'où je peux faire confiance à une nature qui sait aussi se montrer violente, hostile, et même nous mettre dans la tourmente avec ses tempêtes, avec ses incendies, avec ses ouragans. C'est dur de savoir jusqu'où on peut faire confiance. Mais depuis que j'explore cette voie, et je dis bien que j'explore parce que je suis loin d'en avoir fait tout le tour, ça a redonné un tel sens à ma vie, ça m'a redonné tellement confiance en la capacité qu'a la nature à réparer nos bêtises, pour peu qu'on œuvre avec elle pour le faire. Il s'agit bien de revisiter notre place sur Terre et donc notre façon de vivre ensemble, notre façon de travailler ensemble ou d'œuvrer avec la Terre à apporter un fruit qui nous nourrit, qui nous émerveille, qui nous rassemble et qui finalement nous ressemble. Parce que nous sommes des êtres qui avons fondamentalement besoin d'amour. Et la nature est une merveilleuse façon d'expérimenter cet amour. Dans ma propre existence, ça m'a été plus facile d'aimer des limaces que quelquefois mon propre frère. Et que sur ce chemin des limaces et d'Hervé qui aiment les limaces, il y a un chemin de réconciliation entre moi et les gens avec qui je m'étais fâché. Et que ça, ce chemin-là, c'est pas un chemin intellectuel. C'est un chemin physique, concret, réel, sensoriel. Et c'est ma sœur, la limace, qui me l'a appris.
la terre nous enseigne en même temps. C'est dans les deux sens. D'où mon optimisme. Ça revient à nos histoires de petits levains au début. Quelques toutes petites bactéries, tout petits champignons, presque rien dans un sol qui paraît mort. Et que quand on prend conscience qu'il suffit de nourrir ça pour que toute la terre se transforme. La vie est belle et ça pourrait être pris pour une forme d'optimisme un peu naïf, un petit peu perché. Prenez-le comme vous voulez, prends-le comme tu veux. C'est ce que je vis. Et ça, j'en témoigne. C'est ce que je vois qui se vit ici, dans tes groupes de producteurs, dans ta structure avec qui tu œuvres. J'ose pas dire mot travailler tellement que c'est beau. Je parle de ça comme d'une œuvre d'art. Avec qui tu œuvres. Qui a plein de liens, de relations, d'amour, d'amitié, de fraternité entre vous. Ça me nourrit. Ça, c'est beau. Ça, il faut en témoigner. C'est ça qui, dans une région productrice de patates, va donner la patate tant au groupe qu'aux autres, tu vois, pour ne pas avoir peur d'avancer sur ces chemins. Quand on a peur, eh ben on se met en groupe. Et on n'a plus peur. Si on a peur de la nature, on apprend ensemble. On n'a plus peur et puis finalement de marcher pas à pas, côte à côte avec la nature, sur les chemins qu'elle nous montre pour que plus de vie vienne nous rejoindre. Marcher à nos rythmes, à notre vitesse, avec elle, côte à côte. C'est juste peut-être un moyen de mieux nous connaître, mieux nous apprécier, mieux nous rencontrer et finalement de mieux nous aimer. Les formes d'agriculture dont nous rêvons, les formes d'agriculture que nous tentons de mettre en place, ce sera de l'agriculture de l'amour. La vie est belle. Merci Hervé. Merci pour ce beau témoignage. Et je pense qu'on va tenter au mieux de continuer à faire ce chemin ici, en Belgique, avec toutes les personnes avec qui nous collaborons, en accueillant chacun avec ce qu'il est et ce désir d'améliorer toujours plus sa situation dans sa ferme, la vie des sols, mais aussi dans nos relations humaines. Ça, c'est en effet peut-être le premier levier. C'est d'oser se rencontrer. On a peut-être trop de situations de face à face, de fractures où on voit nos différences et on n'arrive plus à chercher à recolmater ces fractures, à être sur la ligne de crête, à vouloir prendre parti alors que peut-être le plus important de vouloir comprendre et d'agir ensemble. Merci pour tout ça, Hervé, et puis à bientôt. À bientôt. La vie est belle. Wants to give me so much more than I could ever dream. But just to hold him close is such a